voir, c'était un time-lapse du Soleil. Une vidéo en accéléré de 15 jours de la vie du Soleil. C'était 17 000 images mises bout à bout. Des images, des photos prises par l'Observatoire de la dynamique solaire. J'en ai parlé avant. Les étoiles, elles sont là, elles sont nées. Elles illuminent ces grands espaces. Mais qu'est-ce que c'est une étoile, au fait? De quoi c'est fait? Une étoile, c'est une grande boule de plasma. Un plasma, c'est un état de la matière. L'état de la matière, c'est une A4, liquide, solide, gazeux, plasma. Le plasma, c'est un peu comme un gaz, mais un peu différent. Vous connaissez des plasmas, c'est sûr. La foudre, les flammes, le cœur des flammes, c'est un plasma. En tout cas, la surface d'une étoile, c'est pas solide. C'est pas comme ici, c'est pas comme la Terre. On ne pourra pas tenir debout à la surface du Soleil. Et alors, on l'a évoqué, il y a des réactions de fusion nucléaire dans ces étoiles, dans le cœur de ces étoiles. Ces réactions, elles produisent une grande quantité d'énergie, une quantité même énorme. Et ce sont ces réactions qui font vivre les étoiles si longtemps, et en particulier le Soleil. Vivre et briller, bien sûr. Et c'est une différence fondamentale avec les planètes. Le cœur d'une planète n'est pas assez chaud pour amorcer ces réactions de fusion. Et avec ces réactions, elles transforment la matière. Elles vont créer de nouveaux éléments chimiques. Des éléments chimiques, c'est le carbone, c'est le fer, c'est l'azote. Vous vous souvenez le tableau de Mendeleïev, tableau périodique des éléments? À l'école, il y avait 100 éléments à peu près. C'est ça les éléments chimiques. Et dans le cœur des étoiles, il y a toute une alchimie. On va transformer ces éléments en d'autres. C'est une usine cosmique, on pourrait voir ça comme ça. Et je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur d'une de ces usines cosmiques. Ça, c'est une image qui est en fait une simulation numérique. Ce n'est pas une réelle observation, ce n'est pas une photo. C'est une expérience numérique, on pourrait dire. On utilise les lois de la physique pour recréer une étoile sur notre ordinateur. Et puis les lois de la physique, elles nous disent comment l'étoile va se comporter. Ici, ce qu'on voit, c'est une vue en coupe. On a pris notre pastèque, puis on l'a coupée en deux. On regarde ce qui se passe à l'intérieur. C'est des simulations qu'on appelle des simulations hydrodynamiques. C'est un peu compliqué. Ça a fait l'objet d'un article récent. C'est un groupe de recherche canadien qui l'a écrit. Et voilà. Et ici, on voit en gros que l'étoile, elle est composée d'un cœur, plutôt en rouge, au centre, et puis autour, une enveloppe, plutôt en bleu. Alors la couleur, ça montre le mouvement des différentes régions de l'étoile. Quand c'est rouge, ça veut dire que ça bouge, il y a du mouvement, il y a de la turbulence. Quand c'est plutôt bleu, dans l'enveloppe, c'est plus calme. La matière est un peu plus sage, ça bouge moins. Et alors dans le cœur, le mouvement de la matière, il est dû aux réactions nucléaires. C'est que dans le cœur qu'ont lieu ces réactions, parce que c'est là qu'il fait assez chaud. Ce sont ces réactions qui mettent en mouvement la matière. C'est comme quand vous mettez le feu sur votre casserole, ça fait bouillir l'eau. C'est le feu qui va mettre en mouvement l'eau, qui va faire bouillir l'eau. Mais là, le feu, c'est l'énergie libérée par les réactions nucléaires qui va mettre en mouvement cette matière. Alors, si on veut être un peu plus précis, et on va essayer de l'être, il faut dire que la vie d'une étoile, elle est divisée en plusieurs phases. On commence par la phase 1. Lors de la phase 1, l'étoile transforme dans son cœur de l'hydrogène en hélium. Dans le Soleil, par exemple, le Soleil fusionne 500 millions de tonnes d'hydrogène en hélium par seconde. Mais c'est très facile. La fusion de l'hydrogène, ça nécessite que quelques millions de degrés. C'est quelque chose qui se fait assez facilement dans les étoiles, et c'est une phase qui dure longtemps, qui est assez lente. Ça dure des millions, des centaines de millions, voire des milliards d'années. C'est une phase de la vie tranquille. Mais quand même, au bout d'un moment, il n'y en a plus de l'hydrogène. Il n'y a plus de carburant.
L'étoile, elle tombe en panne, comme quand on n'a plus d'essence dans notre voiture. Il n'y a plus rien à brûler. Et il reste dans le cœur de l'étoile que des cendres. Les cendres, c'est l'hélium, ici. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le cœur, il est triste, un peu. Et quand un cœur est triste, il se serre. Il se contracte. C'est comme ça dans les étoiles que ça se passe. C'est très sérieux. J'utilise des images, mais c'est très sérieux. C'est vraiment la théorie de l'évolution stellaire et de la formation des éléments. Et qu'est-ce qui se passe quand on comprime un gaz ou un plasma? La pression, elle augmente. Et la température, elle augmente aussi. La température, elle va augmenter ici jusqu'à atteindre 100 millions de degrés environ. Et lorsque cette température seuil est atteinte, soudainement, une partie des cendres, donc l'hélium, va se rallumer. L'hélium se met à brûler, à fusionner, et on passe en phase 2. On fusionne de l'hélium pour former du carbone et de l'oxygène. C'est une phase qui dure moins longtemps, 1 million d'années à peu près. Le tempo s'est un peu accéléré. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'hélium, comme avant. Il ne reste que des cendres, du carbone et de l'oxygène. Le cœur est triste, il se serre, il se contracte. Vous connaissez la chanson. La température monte jusqu'à atteindre 1 milliard de degrés. Et on passe en phase 3. En phase 3, c'est le carbone qui brûle, qui fusionne pour former du néon, du magnésium, du sodium, magnésium, Mg, néon, Ne, sodium, Na. Le tempo s'est accéléré car cette phase, elle ne dure que 1000 ans. Rappelez-vous, au début, des milliards d'années, 1 million d'années, 1000 ans. Bon, vous savez la suite. Il n'y a plus de carbone au bout d'un moment. Comment on fait? On contracte le cœur. L'étoile contracte son cœur. Nous, on ne fait rien. Jusqu'à ce qu'une température de 2 milliards de degrés soit atteinte pour que l'oxygène se mette à brûler. Et là, on passe en phase 4. C'est l'avant-dernière phase. Il n'en reste plus qu'une. L'oxygène fusionne. On va former comme ça du silicium, du soufre. C'est une phase qui dure 1 an. À la fin de la phase 4, encore une fois, plus d'oxygène, que des cendres. Le cœur se contracte. On atteint des températures très élevées cette fois. Il fait chaud. 3 milliards de degrés, 4 peut-être. On va brûler le silicium, c'est la dernière étape, pour former du nickel et du fer. Cette phase ne dure qu'1 jour, et à la fin de cette dure journée, c'est le cataclysme. L'étoile explose. Il n'y a plus rien à brûler. Plus rien à se mettre sous la dent. Le fer ne peut pas être brûlé. L'étoile est à la fin de sa vie. Et donc voilà ce qui se passe. Elle n'a plus de carburant. Bon. Elle ne produit plus d'énergie. Elle va s'effondrer sur elle-même, sous l'effet de sa propre gravité, de son propre poids. Le cœur de l'étoile devient extrêmement compact. Il ne peut plus se contracter davantage, au-delà d'un certain point. Mais par contre, au-dessus, ça continue à tomber vers le centre, très vite. Et lorsque cette matière au-dessus du cœur arrive au niveau de la surface de ce cœur ultra dense, ultra compact, cette matière rebondit. Mais un rebond terrible. Il y a une onde de choc qui se propage dans l'étoile à la vitesse de la lumière, à peu près, et qui va expulser toute la matière de l'étoile dans l'univers, sauf le cœur. C'est ça qu'on appelle une supernova à effondrement de cœur, une supernova à effondrement de cœur. Et la luminosité lors de l'explosion, ça peut atteindre 10 milliards de fois celle du Soleil. Donc c'est bien de ne pas être trop près quand ça arrive. Il faut garder ses distances avec les supernovas. Et voilà à quoi ça ressemble vu de la Terre, le résultat d'une telle explosion, d'une supernova à effondrement de cœur. Ça, c'est une photo prise par le télescope Hubble. Peut-être vous connaissez, c'est la nébuleuse du Crabe. Donc c'est grand, hein. Le système solaire, encore une fois, là, le Soleil et ses planètes, c'est un point, ici. C'est 10 années-lumière, la taille, à peu près. Et ce qu'on voit ici, ce sont les vestiges d'une étoile qui a explosé en supernova il y a 1000 ans environ. On voit cette large masse ovale de filaments. Les filaments sont les restes de l'étoile.
C'est cette matière qui, pendant la vie de l'étoile, a subi les transformations, les réactions nucléaires que j'ai évoquées avant. Ici, on voit vraiment les éléments que l'étoile a créés pendant sa vie et qui sont maintenant relâchés dans l'univers. Et plus tard, ça peut être vraiment plus tard, des millions d'années, mais quand même, dans quelques millions d'années peut-être, de nouvelles étoiles vont se former avec cette matière. Peut-être de nouvelles planètes. Et en fait, ça c'est notre histoire. C'est ce qui s'est passé avec le système solaire. Le Soleil et ses planètes, la Terre notamment, elles se sont formées il y a environ 4,5 milliards d'années à partir de débris d'anciennes supernovas, comme ceux qu'on voit ici. Ben oui, avant la naissance du Soleil, il y avait des étoiles qui vivaient et puis qui mouraient en relâchant leur matière dans l'univers. Et à un moment donné, le Soleil s'est formé, puis la Terre. Alors je reviens à l'image là, et je vais vous dire quand même que depuis la Terre, qui est assez loin, heureusement, mais cette supernova, elle est apparue dans le ciel en l'an 1054 sous la forme d'un point très brillant. Pendant quelques semaines, ce point il était tellement brillant qu'on le voyait en plein jour. Et la nuit, c'était le deuxième objet le plus brillant après la Lune. Bon, ça a duré 3 semaines, mais... Et comment on sait ça, en fait? C'est parce que, on n'était pas là, mais c'était il y a 1000 ans, mais il y a des documents qui attestent que cette supernova, ce point lumineux, il a été observé dans le ciel dès son apparition, en l'an 1054, notamment par des astronomes chinois. Et là, c'est un document d'archives d'un astronome qui relate l'observation de la supernova à son empereur. Il décrit ça comme une nouvelle étoile, parce qu'à l'époque, on voit un point apparaître, on se dit c'est une étoile qui naît. Aujourd'hui, on sait que c'est une étoile qui explose. Mais à l'époque, on ne savait pas. Alors, il y a plein de symboles, d'idéogrammes. Celui-là, il veut dire voir, observer. Il y en a un autre, après, qui veut dire anormal, bizarre, démon. Parce que c'était quand même assez bizarre. Et celui-là, ça veut dire étoile. Et en chinois, étoile, c'est un symbole qui est constitué de 2 symboles plus simples. Le premier, c'est soleil, et le deuxième, c'est vie, naissance. Et c'est drôle de penser que dans l'étoile, il y a vie, naissance. Parce que, comme je le disais avant, ce sont les étoiles qui forment les briques de base du vivant, l'oxygène par exemple. Et c'est quand elles meurent qu'elles les relâchent dans l'univers. Même si l'explosion d'une étoile, c'est une mort, mais c'est aussi lié à la vie, à une vie potentielle, à une vie future. À notre vie, en fait. Vous savez, nous, on est fait de 60% d'oxygène à peu près, 70. Et ces atomes d'oxygène à l'intérieur de nous, ils ont été créés dans le cœur d'étoiles il y a des milliards d'années. On dit souvent qu'on est les enfants des étoiles, des poussières d'étoiles. C'est pas seulement quelque chose de poétique, c'est quelque chose de scientifique, de vraiment très sérieux, qui est supporté par des observations et des théories très solides. On est des poussières d'étoiles.
Comment on sait tout ça? D'où ça vient, toutes les informations que je vous donne? Ben, la clé, c'est la lumière. En astronomie, presque tout ce qu'on sait, c'est grâce à l'analyse de la lumière. C'est une donnée que l'on exploite énormément en astronomie. On l'analyse en long, en large et en travers, sous toutes ses coutures. Et on la décompose, notamment. Ça veut dire quoi, ça, décomposer la lumière? Alors, j'ai fait une petite installation très simple, on ne voit pas très bien, mais quand même, peut-être, vous voyez ce petit arc-en-ciel ici, sur l'écran du fond. Il y a une lampe, ici, blanche, qui éclaire un prisme, un triangle de verre. Et une fois que cette lumière, elle passe dans le prisme de verre, elle va être décomposée en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, plus ou moins, et c'est ce qu'on voit ici. Qu'est-ce qui se passe? En fait, au début, toutes les couleurs sont superposées. La lumière blanche, c'est toutes les couleurs en même temps. Puis, dans le vert, toutes ces couleurs, tous ces rayons, ils vont être déviés un petit peu différemment. Parce que tous ces rayons, ils ont des propriétés un peu différentes. C'est des ondes, en fait, qui ont des propriétés un petit peu différentes. Et ils vont être déviés d'une manière différente. Et à la fin, ça s'éparpille comme ça. Et ça fait un spectre. On appelle ça un spectre. Ici, le spectre de la lampe. On peut voir ça comme la lumière blanche, c'est toutes les fréquences ou toutes les notes d'un accord, ensemble. Mais on peut aussi décomposer cet accord et avoir les notes séparées. Chaque note, c'est une couleur. Et pourquoi je vous parle de ça, en fait? C'est parce que en astronomie, c'est vraiment ce qu'on fait. On décompose la lumière que l'on reçoit des astres. Et on le fait avec un prisme, avec ça, ce petit triangle de verre. Alors, on n'utilise pas vraiment un prisme, mais on va, disons, utiliser un bon prisme, un prisme un peu sophistiqué. Ça s'appelle un spectromètre. Mais c'est le même principe. C'est le même principe que le prisme. Et alors, qu'est-ce que ça donne si on regarde le Soleil à travers un prisme? Ça donne ça. Alors, je vais vous expliquer un peu. Donc déjà, peut-être je vais vous dire que pour comprendre cette image, il faut s'imaginer un ruban, un très très grand ruban qui part très long et très fin. Il part en haut à gauche, dans le rouge sombre, puis quand on arrive à droite de l'image, on coupe ce ruban, puis on met la suite en dessous. Continue comme ça, quand on arrive à droite, on coupe le ruban, puis là on est toujours dans le rouge. On va faire comme ça, plein de petits rubans, rouge, jaune, vert, bleu. En fait, c'est juste pour la lisibilité. En réalité, on a un immense ruban arc-en-ciel, mais ici, on l'a coupé en une cinquantaine de rubans qu'on a empilés pour faire une image carrée. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, c'est juste la lumière du Soleil décomposée, comme on l'a vu avant, avec un spectromètre à très haute résolution. Donc ça, c'est une image qui a été faite, une observation du Soleil qui a été faite avec un spectromètre sur un télescope situé en Arizona, donc dans un observatoire solaire. Alors, il y a un truc qui frappe assez vite quand même, c'est les petits traits sombres ici, là, toutes ces raies sombres, ces petits traits noirs. Ça s'appelle les raies de Fraunhofer, Joseph Fraunhofer. C'est un physicien qui les a étudiées en détail, le premier qui les a étudiées en détail au XIXe siècle. Puis à l'époque, elles étaient mystérieuses, ces raies. Pourquoi il y avait des raies sombres comme ça dans le spectre du Soleil? Pourquoi c'est pas juste un arc-en-ciel comme ça, sans trait noir? En fait, on a découvert que ces raies, elles sont dues à l'interaction de la lumière émise par le Soleil avec les éléments chimiques contenus dans le Soleil. Si vous voulez, le Soleil émet de la lumière qui provient des régions internes, des couches internes, et lorsque cette lumière, lorsque ces rayons lumineux traversent l'atmosphère du Soleil, les couches extérieures, eh bien une partie de ces rayons, une partie de cette lumière est bloquée, elle est absorbée. Par absorber, je veux dire que certaines couleurs vont être absorbées, certaines couleurs vont être bloquées. Et par quoi? Par des atomes d'hydrogène, par exemple, par la matière en fait.
par des atomes de carbone, par des atomes de fer, par les éléments chimiques. Et c'est la structure des atomes, la physique atomique, qui nous permet de comprendre pourquoi tel élément absorbe telle couleur. Donc, de comprendre ces raies ici. Donc, chaque raie noire trahit la présence d'un élément chimique présent dans le Soleil. Alors, je vais vous montrer quelques éléments qui nous sont particulièrement chers ce soir. Cette petite raie là, sombre, c'est le nickel. On ne peut pas l'expliquer autrement. Ça, la seule explication, c'est de dire il y a du nickel dans le Soleil. On ne sait pas faire autrement. C'est la seule explication possible. Dans notre laboratoire, on a étudié les petits atomes de nickel, comme ça, on a vu qu'ils absorbaient le jaune ici, que ça faisait une raie sombre dans le jaune-orange. C'est exactement à la même position que dans le Soleil. Donc, il y a du nickel dans le Soleil. Et avec le nickel, on fait pas mal de choses. On fait notamment des cordes de guitare électrique. Donc, je ne sais pas, Patrice, si tu peux nous faire sonner un peu le nickel, peut-être. Ouais, ça sonne bien. Et alors, après, qu'est-ce que je voulais... Oui, le fer. Le fer, il est là, le fer. Bon, on fait pas mal de trucs avec le fer aussi. On fait de l'acier. Et avec l'acier, on fait des cordes de violoncelle. Nicolas. Pas mal aussi. Après, il y a le cuivre. Ça, c'est pour Arnaud, la cymbale de batterie. Et puis, caché dans l'ombre, un peu là-haut, peut-être vous ne voyez pas, mais il y a l'aluminium, ici, une petite raie sombre. Avec l'aluminium, on fait des vibraphones. Il faut c'est autre chose, mais... Ouais, Sam, il sait bien faire sonner l'aluminium. Ouais. Voilà, ce spectre, en fait, du Soleil, c'est l'empreinte digitale du Soleil. C'est son empreinte digitale. C'est le code barre. On dirait un peu un code barre, non? Un code barre du Soleil. Et c'est assez incroyable, parce qu'on peut faire la même chose avec toutes les étoiles de notre galaxie, malgré la distance. On peut lire leur code barre et essayer de le décrypter. On peut savoir de quoi elles sont faites, ces étoiles. Chaque étoile a son propre code barre, et chaque code barre est unique. Et ça sert à quoi tout ça, en fait, de lire des codes barres et de les décrypter? Déjà, ça nous dit de quoi sont faites les étoiles. Imaginez. Vous regardez un objet qui a des milliards et des milliards de kilomètres et vous pouvez savoir de quoi il est fait, de quelle matière il est fait. Ça nous dit aussi que les éléments présents sur Terre, ils ne sont pas que sur Terre. Le fer dans notre sang, le carbone, l'oxygène, ils sont aussi sur le Soleil, dans d'autres étoiles, partout. Déterminer la composition chimique d'une étoile, c'est un travail à part entière. Il y a des gens dont c'est le métier. Et puis après, quand on l'a déterminée, il faut essayer de la comprendre. D'où il vient ce nickel? Par quelle réaction nucléaire il a été créé? Dans quelle étoile? Dans quel type d'étoile? À quel moment de sa vie? Ça s'appelle un peu la nucléosynthèse, on va dire, et c'est ce que je fais. Je travaille à Bruxelles. Mon sujet de recherche, c'est quelque chose de très spécifique, mais le contexte général, c'est ça. J'étudie la nucléosynthèse, donc la formation des éléments chimiques lourds, donc plus lourds que le fer, dans certains types d'étoiles particuliers, dont on ne comprend pas bien le fonctionnement encore. Et on pense qu'elles fabriquent certains éléments, mais on n'est pas sûr. Voilà, la démarche scientifique, c'est ça. En fait, on se pose des questions, on émet des hypothèses, on essaye de vérifier ou pas ces hypothèses. Et voilà. Et comme souvent, c'est grâce à l'action combinée des observations et de la théorie, de la modélisation, qu'on arrive à faire avancer le sujet, la thématique ici, l'origine des éléments, comprendre d'où ils viennent. Tout ça, c'est l'étude de l'évolution chimique de l'univers. Attends, Arthur, oui, j'aurais une question.
Ouais, Nico, une question? Oui, une petite question. Je voulais savoir si chaque élément correspond à une couleur. Est-ce que chaque élément correspond à une couleur? Bah ici, on a l'impression que le cuivre, ça correspond au vert, le nickel au orange, hein, et puis le fer au vert aussi. Bah oui, mais en même temps, ce que j'ai pas dit, c'est que un élément, il peut bloquer plein de couleurs. Donc le fer, par exemple, il va bloquer énormément de couleurs. Dans le Soleil, on sait qu'il y a des milliers de raies. Il y en a pas, il y a 100 éléments, mais il y a à peu près 25, on a identifié 25 000 raies sombres comme ça dans le Soleil. Donc un élément, en fait, il va bloquer plein de couleurs. Le fer, il va bloquer du vert, du rouge, du jaune, un peu partout comme ça. Donc un élément, c'est plein de couleurs, en fait. Voilà, je sais pas si ça répond. Ouais. Moi aussi j'ai une question. Oui. Arthur. Est-ce qu'on peut savoir quelle quantité il y a de fer quand on voit par exemple ce ray de fer? Est-ce qu'on peut déterminer, est-ce que plus le ray est large, plus il y a de fer Oui, c'est un peu ça. Alors, on peut déterminer la quantité de fer ou de cuivre dans le Soleil, dans les étoiles en général, en étudiant ces raies en détail, tu vois. Tu peux voir quelle largeur elles ont, ce que tu as dit, ou si elles sont plus ou moins sombres, plus ou moins grosses. Et ça va te dire la quantité d'éléments qu'il y a dedans. On peut vraiment déterminer ce qu'il y a dans les étoiles, mais en quelle proportion aussi. Voilà. Arthur? Oui. Alors, tu as parlé des éléments dans le vide, dans l'espace, mais je me demande, est-ce que les éléments chimiques perdurent éternellement? Est-ce que les éléments chimiques perdurent éternellement? Ou Est-ce indéfiniment. qu'ils disparaissent? C'est ça que tu veux dire? Ou au bout d'un moment, alors, en fait, ça dépend. Est-ce que ces éléments se recombinent sans cesse Ouais. pour créer des nouveaux organismes, etc. Oui. Ça dépend de où tu te situes dans l'univers. Si tu es dans le cœur d'une étoile, ces éléments ils vont se recombiner pour en faire d'autres. Mais si tu es dans une zone un peu froide, tranquille, eh bien, ils vont rester comme ça, éternellement, on va dire. En tout cas, on ne sait pas si c'est difficile de dire éternel, mais c'est stable, on va dire. Un atome de fer, ça reste là, ça ne bouge pas. Par contre, il y a des atomes par exemple, de matière radioactive qui ont une durée de vie et qui vont se désintégrer, qui vont disparaître au bout d'un moment. Mais la plupart, c'est stable. Il y a quelque chose d'autre qu'on a découvert avec la lumière, que la lumière nous a révélé. L'existence d'exoplanètes. Une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile, d'un autre soleil. Et aujourd'hui, on sait que les planètes, c'est quelque chose de commun. Ben oui, le Soleil, il a 8 planètes, un cortège de 8 planètes. Mais il y a des milliards de soleils, des milliards d'étoiles. Pourquoi pas des planètes autour d'autres étoiles? Mais c'est le cas. C'est le cas. On sait que c'est quelque chose de commun. Même si ces exoplanètes, elles sont petites, lointaines et très peu brillantes, on en a détecté environ 5000 jusqu'à ce jour. Il existe différentes méthodes pour détecter ces exoplanètes et toutes ces méthodes reposent sur l'analyse de la lumière. On en parlera un peu plus à l'automne. Retour à la Voie lactée. Vous allez voir le temps passé en haut, c'est une petite animation. 1991, c'est la date de la découverte de la première exoplanète. Lorsqu'une exoplanète est découverte, un cercle apparaît à sa position dans le ciel. Et l'animation montre toutes les exoplanètes qui ont été découvertes à ce jour, quelques milliers. Toutes ces planètes ont été découvertes grâce à la lumière.
La lumière, elle nous permet de déterminer la matière qui compose les astres, les étoiles, on l'a vu. Ça nous permet de mieux comprendre l'origine des éléments. La lumière, ça permet aussi de détecter des planètes très lointaines. Donc vous comprendrez bien que nous autres, les astronomes ou les astrophysiciens, quand on reçoit ces grains de lumière d'astres lointains qui viennent frapper le miroir du télescope, on les accueille avec beaucoup d'égards, beaucoup de politesse, de courtoisie. On les accueille chaleureusement, on les aime beaucoup ces grains de lumière. Et on les accueille même en musique. Pour Aristote, pour Platon, la Terre, elle était éternelle. Elle avait toujours été là. Aujourd'hui, grâce à la datation de certaines roches, on sait que la Terre, elle n'est pas éternelle. Elle a 4,5 milliards d'années, à peu près. C'est pareil pour les autres planètes, elles n'ont pas toujours été là. Elles se sont formées. Mais comment? Ça aussi, c'est un sujet de recherche. On ne sait pas tout. Mais on a fait un grand bond en avant en 2014,
grâce à une image, une photo. Ça, c'est une photo pas très belle, en fait, pas un peu floue, mais elle est vraiment incroyable. C'est une observation qui a été faite depuis le Chili, sur le plateau de l'Atacama, à 5000 mètres, par un réseau d'antennes, un réseau de télescopes, si vous voulez, 66 antennes coordonnées, reliées, pour augmenter la puissance d'observation, on va dire. Et ça, on a observé ça avec ça. Au centre de l'image, il y a une étoile, un soleil, toute jeune. Elle vient de sortir de son cocon. On ne la voit pas ici, l'étoile, elle est toute petite, au milieu du point jaune. Et autour de cette étoile, il y a un disque de poussière qui tourne. C'est ce qu'on voit en jaune-orange ici. Ce disque de poussière et de gaz, c'est ce qui reste de la formation de l'étoile, ce qui n'a pas servi à former l'étoile. C'est la matière restante. Et qu'est-ce qui se passe dans ce disque de poussière ? Au début, lorsque l'étoile vient de se former, les poussières sont microscopiques, nanométriques, micrométriques. Il y en a plein. Elles tournent, elles se rencontrent, elles interagissent, il y a des collisions, elles se rencontrent et elles grossissent en fait. Elles deviennent des poussières d'1 millimètre, 1 centimètre, 1 mètre. Là, c'est plus une poussière, c'est un caillou, 1 kilomètre. Et quand un grain grossit, il attire encore plus de grains et il devient encore plus gros. Et au bout d'un moment, on arrive à avoir des grains de 100 km à peu près. Et ça, on appelle ça des embryons de planètes. C'est peut-être des futures planètes. On appelle ça des planétésimaux. Certains de ces embryons de planètes vont encore grossir et s'assembler pour finalement former des planètes. Et avec ce processus-là d'accumulation, il fait qu'à certains endroits dans le disque de poussière, il y a des zones qui vont se vider, parce que toute la poussière s'est rassemblée. Et c'est ce qu'on voit ici, en noir. Dans les zones un peu noires, dans les sillons un peu noirs, on peut penser, on ne peut pas être sûr, mais on peut penser qu'ici, il n'y a plus de poussière parce qu'elle s'est rassemblée pour former une planète. Et ça, c'est ce à quoi devait ressembler notre pièce de 1 centime il y a 4 milliards d'années, le système solaire. Je vous propose une vidéo qui montre ça un peu mieux. C'est une simulation numérique, donc ce n'est pas une vraie observation. C'est en fait une reconstitution du système solaire il y a 4 milliards d'années. Donc on voit ce disque ici qui tourne autour de l'étoile centrale, disque de poussière. Et alors, on va plonger au cœur de ce disque, voir un peu ce qu'il s'y passe. On zoome comme ça, puis on peut voir que c'est assez agité en fait. On dirait un fluide. Puis il y en a à droite, ça va dans un sens, à gauche dans l'autre. Ça se rencontre, là où c'est en jaune, il y a des frictions, de la turbulence, du cisaillement, on peut dire. Et à ces endroits, la poussière s'accumule pour former ces petits points blancs. Et ça, c'est des embryons de planètes. Peut-être qu'avec ça, on va former une planète. Puis le temps passe et certaines zones, comme je le disais dans le disque, vont se vider. Certaines zones vont devenir noires. La poussière s'est accumulée et les planètes se forment. Ça continue comme ça pendant des millions d'années. Donc on ne le voit pas sur la vidéo, mais on peut l'imaginer ensemble. La poussière se regroupe et au bout d'un moment, toute la poussière a disparu, ou presque. Il reste le Soleil au centre et puis les 8 planètes. Il reste aussi quelques embryons de planètes restés à l'état d'embryon. Et ces cailloux, ces embryons, on les appelle des comètes, on les appelle des astéroïdes. Voilà, c'est une histoire du système solaire qui est incomplète, schématique, mais c'est comme ça que ça s'est passé, on le pense en tout cas. Et pour tenter de compléter l'histoire, on part à la recherche des restes de ce processus de formation planétaire dans notre propre système solaire. Vous vous souvenez, ces poussières, elles s'assemblent pour former des plus gros cailloux. Certains cailloux formeront la Terre, d'autres resteront cailloux à jamais. Ces cailloux restants, ces astéroïdes, ils sont intéressants parce qu'ils ont été témoins de cette époque, d'il y a 4,5 milliards d'années. C'est des fossiles.
Ce sont les vestiges, les ruines. Donc c'est comme en archéologie, on va étudier des ruines pour mieux comprendre une ancienne civilisation. Donc en fait, étudier ces cailloux, ça permet de remonter le temps et de mieux comprendre comment s'est formé le système solaire. Alors là, une petite vidéo qui montre, alors c'est pas la réalité, mais c'est une reconstitution assez réaliste, qui montre l'exploration de quelques-uns de ces cailloux. Là, c'est Chury, la comète Chury, qui a été explorée par la sonde Rosetta en 2015. Alors, la sonde, elle a été lancée en 2004, donc elle a fait un voyage de 10 ans avant d'arriver ici. Puis elle a récolté un peu de poussière qu'elle a pu ramener sur Terre pour l'analyser. Ça, c'est Itokawa. C'est un astéroïde de 500 mètres à peu près, qui a été exploré par une sonde japonaise qui s'appelle Hayabusa. Ça veut dire faucon pèlerin. Et ça, c'est Vesta. C'est un des plus gros astéroïdes qu'on connaît. 500 km. C'est presque une planète. Mais elle n'a pas franchi les dernières étapes pour devenir une vraie planète. Ces missions, elles ont pour but de mieux connaître ces cailloux. C'est un peu de la géologie. On cherche à déterminer la structure de ces objets, de prélever un peu de poussière pour la ramener ici sur Terre et d'essayer de retracer la genèse de la Terre et du système solaire en général. Et c'est par ce processus que j'ai décrit un tout petit peu ce soir que l'on a pu former les planètes que l'on connaît. Jupiter, au début on en parlait, cet abricot là, situé à 250 mètres là-bas. Ça, c'est une photo prise par Hubble, le télescope spatial Hubble. Jupiter, c'est la plus grosse des planètes. Elle est principalement faite de gaz, avec un noyau rocheux, probablement. On ne pourrait pas tenir debout à sa surface. Il y a des vents qui soufflent à 700 km/h sur Jupiter. C'est assez turbulent. Il y a cette grande tache rouge ici qu'on observe depuis 350 ans. C'est un ouragan qui fait 10 000 km de long. On pourrait mettre la Terre à l'intérieur. Puis on sait que Jupiter, c'est une planète qui possède 90 lunes, au moins. La Terre, elle a une lune. Ben, Jupiter, 90, parce qu'elle est plus grosse. Elle attire plus d'objets à elle. Par exemple, quelques lunes, Io, Europe, Ganymède, Callisto. On pense qu'il y a des océans d'eau liquide sur certains de ces satellites, sous la surface, de certains de ces satellites. Après, il y a Saturne. On a pu former Saturne. Ça, c'est une photo prise par Cassini, la sonde spatiale Cassini en 2004. Saturne, c'est du gaz aussi, un peu comme Jupiter. C'est une planète qui est très peu dense, beaucoup moins dense que la Terre. Si on posait Saturne ici, là, sur un grand océan, elle flotterait. C'est moins dense que l'eau, en fait, Saturne. Il y a des grosses tempêtes à la surface de Saturne. On dirait que c'est calme ici, mais en fait, il y a des orages assez monstrueux qui durent des mois, qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Enfin bon. Puis Saturne aussi, elle possède beaucoup de lunes, comme Jupiter. Et la Terre, la petite groseille, la petite myrtille, perdue un peu au milieu du cosmos, comme ça, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors il a fallu un concours de circonstances assez incroyable, en fait, pour que la vie se développe sur Terre, après sa formation. Il ne suffit pas d'assembler des poussières pour former une planète et ensuite que la vie se développe. Il y a quantité d'étapes, d'accidents, d'imprévus, de surprises, assez incroyable avant d'arriver à la vie. Mais c'est arrivé. Et on en parlera un peu plus lors d'une autre saison. La Terre, c'est le symbole de la vie dans l'univers. C'est l'unique îlot connu sur lequel la vie a éclos. Voilà, le printemps se termine, les astres sont formés, les éléments aussi sont formés, les planètes sont formées, tout a éclos, pas tout, mais presque tout. C'est bientôt le début de l'été, la saison de la vitalité, de l'énergie, la saison des amours, des rencontres, de la vie adulte, disons, de l'activité. Mais avant de terminer, on peut s'accorder encore un voyage dans cet univers que l'on connaît maintenant un peu mieux, qui nous est un peu plus familier.